Comment osez-vous arracher le téléphone de ma mère? Vous venez de vous en prendre aux mauvaises personnes. Imaginez la scène. Une petite fille noire de 8 ans, debout dans l'allée centrale d'une voiture de TGV, tenant un téléphone portable dans ses petites mains, fixant droit dans les yeux une contrôleuse devenue blême. Le wagon est plongé dans un silence de mort. Chaque passager de la première classe a cessé ses activités. Certains ont la bouche bée. D'autres se penchent en avant sur leur siège, essayant de mieux entendre. La voix de la petite fille tranche le silence, claire et inébranlable. Mon père milliardaire mettrait fin à votre carrière si vous recommencez. La contrôleuse bafouille, son visage passant par toutes les nuances du rouge et du blanc. Quelques passagers halètent. Quelqu'un murmure « Oh mon Dieu !» Une autre personne commence à applaudir, lentement au début, puis d'autres se joignent à elle. Mais attendez, je dois vous ramener en arrière, car ce dont vous venez d'être témoin, c'était l'explosion. Et pour comprendre une explosion, il faut savoir ce qui a allumé la mèche. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé 4 heures plus tôt à la gare de Lyon à Paris, hall 2, en direction d'un village en Provence. Le docteur Chloé Sterling traversait le terminal, la main de sa fille Manon bien calée dans la sienne. Chloé avait 34 ans, était chirurgienne pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants Malades, et elle fonctionnait avec exactement 2 heures de sommeil. Elle avait été appelée pour une opération d'urgence à 3 heures du matin. Un enfant de 6 ans avec une appendicite perforée. L'opération s'était bien passée, Dieu merci. Mais le temps de sortir du bloc, de remplir la paperasse, de vérifier l'état de l'enfant en salle de réveil, et de rentrer chez elle pour se doucher et faire ses valises, elle avait à peine eu le temps d'attraper leur TGV de 11 heures. Ses vêtements de bloc étaient encore dans son sac. Elle sentait encore l'odeur du savon antiseptique sur ses mains. Même après 3 lavages, ses yeux étaient secs comme du papier de verre, et une douleur sourde s'installait derrière ses tempes, promettant de se transformer en véritable migraine avant qu'il n'atteigne Lyon. Mais quand Manon l'a regardée avec ses yeux brillants et curieux pour lui demander si elle allait bien, Chloé a souri et a dit « Je suis parfaite, mon bébé, juste fatiguée ». Manon Sterling avait 8 ans, mais elle possédait le sens de l'observation de quelqu'un 3 fois plus âgé. Elle remarquait tout. La façon dont les épaules de sa mère s'affaissaient légèrement quand elle était épuisée, le petit pli qui apparaissait entre ses sourcils quand elle était inquiète, l'éclat forcé de son sourire quand elle luttait contre la fatigue. En ce moment, Manon remarquait les 3. Manon était petite pour son âge, avec des tresses collées soignées que sa grand-mère avait nattées la veille, décorées de perles colorées qui cliquetaient doucement quand elle bougeait la tête. Elle portait une robe violette avec des baskets blanches, et un sac à dos presque aussi grand qu'elle, rempli de livres. Pas des livres pour enfants, mais des manuels de niveau universitaire. En ce moment, il y avait un exemplaire d'introduction à la biologie moléculaire coincé à côté de son iPad et d'une copie usée du Conte de Monte Cristo. Ses professeurs la qualifiaient de surdouée. Ses parents l'appelaient leur petite érudite. Manon se disait simplement curieuse. Mais plus que tout, Manon était protectrice envers sa mère. Féroce. Une fois, elle avait fait pleurer une remplaçante en expliquant poliment mais minutieusement pourquoi la remarque dédaigneuse de l'enseignante sur les mères qui travaillent était problématique. Elle avait 6 ans à l'époque. Elle voyageait vers le sud pour rejoindre une réception dans un gîte organisé par l'entreprise de Léo Sterling. Léo était le mari de Chloé et le père de Manon, fondateur et PDG de Sterling Tech, une société de logiciels qui avait révolutionné les systèmes de sécurité cloud. L'entreprise était entrée en bourse il y a 2 ans, et Léo était devenu l'un de ces noms que l'on voyait dans les Échos et Challenge, un milliardaire à 38 ans. Mais pour Manon, il était juste papa, l'homme qui lisait ses histoires du soir avec des voix drôles et la laissait lui expliquer des théories de physique quantique au petit déjeuner, même si elle se trompait probablement à moitié. Il était parti en Provence 3 jours plus tôt pour préparer la réception. Chloé et Manon devaient le rejoindre hier, mais cette urgence chirurgicale était survenue et Chloé l'avait appelé à minuit pour s'excuser et reprogrammer. « Viens quand tu peux », avait dit Léo. La réception n'a pas d'importance. Sauver la vie de cet enfant, c'est ça qui compte. Maintenant, elles étaient enfin en route. Chloé avait réservé en première classe parce qu'après la nuit qu'elle avait passée, elle avait besoin d'espace pour peut-être, possiblement, espérer attraper un peu de sommeil. Manon se fichait de la première ou de la seconde classe. Elle voulait juste que sa mère se repose. Elles embarquèrent avec le premier groupe, trouvèrent leur siège en carré, côté fenêtre et couloir.
Chloé laissa Manon prendre la fenêtre car sa fille adorait regarder défiler les paysages français. Manon pressa immédiatement son visage contre la vitre, regardant le quai s'éloigner. Chloé s'enfonça dans son siège et ferma les yeux un instant. Juste un moment de paix avant le chaos des prochains jours. Ce moment dura environ 30 secondes. Excusez-moi. La voix était sèche, coupante. Le genre de voix qui transforme un simple « excusez-moi » en accusation. Chloé ouvrit les yeux. Debout dans l'allée se trouvait une contrôleuse de la SNCF. Elle était au début de la quarantaine, des cheveux blonds tirés en un chignon serré qui semblait douloureux. Un maquillage appliqué avec précision, un uniforme repassé au millimètre près. Son badge indiquait « Sandrine Hartwell ». Elle travaillait pour la compagnie ferroviaire depuis 15 ans et elle portait ces 15 années comme une médaille d'honneur. Elle connaissait le règlement. Elle appliquait le règlement. Elle s'enorgueillissait de mener sa voiture à la baguette. Mais en ce moment, Sandrine Hartwell ne regardait pas Chloé avec la courtoisie professionnelle que l'on attendrait d'une vétérane. Elle la regardait avec toute autre chose, quelque chose de froid, de soupçonneux. « Oui » dit Chloé, sa voix polie, fatiguée. « Je dois vérifier vos billets » dit Sandrine. Elle tendit la main avec attente. Chloé cligna des yeux. « Je suis désolé ? Vos billets. Je dois les vérifier. Parfois, il y a des... » Sandrine marqua une pause, ses yeux voyageant du visage de Chloé vers son jean décontracté et son gilet, puis vers la robe violette de Manon. Point des erreurs avec les surclassements. L'implication flottait dans l'air comme une fumée toxique. Chloé sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Elle avait déjà ressenti cela, bien des fois. Dans les grands magasins où la sécurité la suivait, dans les restaurants où l'hôte semblait surpris par sa réservation, dans les réunions du conseil d'administration de l'hôpital où quelqu'un supposait qu'elle était infirmière, pas chirurgienne. Mais elle était fatiguée. Tellement fatiguée. Et elle n'avait pas l'énergie pour ça. Bien sûr, dit Chloé doucement. Elle fouilla dans son sac à main et sortit son téléphone, affichant leurs billets. Sandrine prit le téléphone, le tenant à bout de bras comme s'il pouvait être contaminé. Elle étudia les billets bien plus longtemps que nécessaire. Derrière elle, d'autres passagers tentaient de passer pour s'installer, mais Sandrine ne bougeait pas. Elle continuait de fixer l'écran, tapant, faisant défiler, comparant quelque chose. 30 secondes passèrent. 45. 1 minute. Les passagers derrière Sandrine commençaient à s'impatienter. Un homme en costume s'éclaircit la gorge. Une femme avec un bébé changeait de pied d'appui. Manon observait tout cela. Elle observait le visage de la contrôleuse. Elle observait les épaules de sa mère se tendre. Elle observait la façon dont le sourire de sa mère restait figé. Gracieuse, patiente, même si Manon pouvait voir l'épuisement tiré au coin de ses yeux. Quelque chose ne tournait pas rond. Manon le savait comme on sait qu'il va pleuvoir avant que la première goutte ne tombe. Finalement, Sandrine rendit le téléphone. Tout semble être en ordre, dit-elle, son ton suggérant qu'elle était déçue par ce fait. Merci, dit Chloé. Sandrine s'éloigna, mais non sans lancer un regard long et lourd de sens à leur bagage à main. De l'autre côté de l'allée, une dame âgée aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants attira l'attention de Manon. Elle s'appelait Monique, bien que Manon ne le sût pas encore. Monique voyageait en train depuis 50 ans. Elle avait vu beaucoup de choses, et elle venait de voir quelque chose qui lui faisait mal au cœur. Monique adressa à Manon un petit sourire compatissant. Manon ne sourit pas en retour. Elle se tourna juste vers sa mère. « Maman » chuchota-t-elle. « Pourquoi elle a fait ça ?» Chloé attira Manon contre elle, embrassant le sommet de sa tête. « Certaines personnes ont des journées difficiles, ma chérie. Nous resterons gentils malgré tout. » Mais Manon avait vu les mains de sa mère trembler en rangeant son téléphone. Et Manon se souvint de quelque chose que son père lui avait dit une fois, quand elle était rentrée de l'école en pleurant parce qu'un garçon avait dit qu'elle parlait trop bien pour une fille noire. « Ma puce » avait dit Léo en s'agenouillant à sa hauteur. « Ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Et ne laisse jamais, au grand jamais, personne rabaisser ta mère. C'est une reine. Tu descends de reine. N'oublie pas ça. » Manon n'avait pas oublié. Et alors que le train se remplissait autour d'elle,
alors que Chloé fermait les yeux et essayait de trouver un peu de repos, Manon restait alerte, observant, attendant, car elle avait le sentiment que ce voyage allait être plus long que prévu. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Maintenant, avant d'aller plus loin, si vous êtes déjà investi dans cette histoire, faites-moi une faveur et abonnez-vous, car ce qui arrive ensuite, vous n'allez pas le croire. Et je vous promets, ce n'est que le début. Voici une question pour vous, avez-vous déjà été témoin d'une injustice et souhaité avoir le courage de parler? Mettez votre réponse en commentaire, mais revenons à notre TGV. Car 30 minutes après le départ de Paris, Sandrine Hartwell revint. Et cette fois, elle ne vérifiait pas seulement les billets. 30 minutes après le départ, le train filait à 300 km/h à travers la campagne française. Chloé commençait enfin à se détendre. Autour d'elle, les passagers s'installaient dans leur routine. Certains lisaient, d'autres avaient leurs ordinateurs portables ouverts. Quelques-uns dormaient déjà. Chloé avait sorti sa tablette, passant en revue les notes médicales de l'opération qu'elle avait pratiquée ce matin-là. Elle voulait vérifier le protocole post-opératoire une dernière fois. S'assurer qu'elle n'avait rien manqué dans son épuisement. La tablette reposait sur la tablette du siège, juste assez pour être à un angle confortable. Son siège était réglé sur la position confort. Manon avait son manuel de biologie moléculaire ouvert, mais elle ne lisait pas vraiment. Elle observait le visage de sa mère. C'est alors que Sandrine apparut. Elle se matérialisa à leur rangée comme si elle attendait ce moment, observant depuis le bar ou l'espace contrôleur, cherchant n'importe quelle excuse. « Madame. » Cette même voix sèche. Ce même tranchant. Les tablettes doivent être relevées pour la circulation. Règlement de sécurité. Chloé leva les yeux, surprise. Elle regarda sa tablette, à peine sortie, puis les passagers autour d'elle. L'homme de l'autre côté de l'allée avait sa tablette complètement baissée avec un ordinateur et une tasse de café dessus. Une femme 2 rangs plus loin avait la sienne baissée avec un repas complet. Mais Sandrine ne les regardait pas. Elle regardait Chloé. « Oh, je suis désolée, » dit Chloé. Elle replia immédiatement la tablette, tenant la sienne en équilibre sur ses genoux. « Je ne savais pas. » Règlement de la SNCF, dit Sandrine, assez fort pour que les passagers 3 rangs derrière puissent entendre. Nous prenons la sécurité et la circulation très au sérieux. Bien sûr, dit Chloé. Je m'excuse. Sandrine resta là encore 5 secondes, observant juste, comme si elle attendait que Chloé fasse autre chose de travers. Puis elle s'éloigna, ses chaussures claquant résolument sur le sol du wagon. Manon regarda sa mère. Maman, ce monsieur là-bas a sa tablette baissée. Je sais, bébé, chuchota Chloé. C'est bon. Mais ce n'était pas bon. Manon pouvait le voir. Elle pouvait voir la crispation autour de la bouche de sa mère. La façon dont la main de sa mère tremblait légèrement en tenant la tablette. Chloé essaya de se concentrer sur ses notes, tenant l'appareil à un angle gênant sur ses genoux. La lumière n'était pas bonne. Son cou commençait à lui faire mal, mais elle gérait. Elle gérait toujours. 10 minutes passèrent. Chloé retrouvait enfin sa concentration, revérifiant les dosages de médicaments. L'enfant était stable. Tout semblait bon. Elle sentit le nœud dans sa poitrine se desserrer légèrement. Puis Sandrine fut de retour. « Madame, je dois vous demander de redresser votre siège. » Chloé cligna des yeux, confuse. Elle regarda la position de son siège. Il était à peine incliné. C'était un TGV, pas un avion au décollage. Le confort était censé être la norme. « Pardon ?» dit Chloé. « Votre siège gêne la visibilité et la circulation, » dit Sandrine, les bras croisés. « Je dois vous demander de le régler. » Chloé regarda autour d'elle. Presque tout le monde en première classe avait son siège incliné. L'homme à côté d'eux était pratiquement à l'horizontale, ronflant doucement. Mais les yeux de Sandrine étaient fixés sur Chloé. « Bien sûr, » dit Chloé doucement. Elle actionna la commande et redressa son siège complètement, une position si raide que personne ne l'utilise pour un long voyage. « Merci de votre coopération, » dit Sandrine, son ton suggérant que Chloé avait été tout sauf coopérative. La main de Manon trouva celle de sa mère. Elle la serra fort. « Maman » chuchota Manon, si doucement que seule Chloé pouvait entendre.
Pourquoi elle continue de t'embêter? Personne d'autre n'est assis tout droit. Chloé baissa les yeux vers le visage de sa fille. Ses yeux intelligents étaient remplis de confusion et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait au début de la colère. Chloé connaissait ce regard. Elle l'avait vu avant, généralement juste avant que Manon ne livre l'une de ses observations parfaitement logiques et dévastatrices sur l'injustice. Chloé caressa la joue de Manon. Certaines personnes ont des journées difficiles, ma chérie. Nous resterons gentils malgré tout. Mais elle n'a pas une journée difficile, dit Manon, sa voix toujours chuchotée, mais gagnant en force. Elle est méchante avec toi exprès. Peut-être, admit Chloé. Mais nous ne pouvons pas contrôler comment les autres se comportent. Nous ne pouvons contrôler que notre réaction. Manon n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête et retourna à son livre. Sauf qu'elle ne lisait pas, elle observait. Chaque fois que Sandrine passait, ce qui devenait de plus en plus fréquent, Manon suivait ses mouvements comme un faucon traquant une souris. Chloé restait rigide dans son siège inconfortable, essayant de se concentrer sur sa tablette, mais son dos commençait à lui faire mal. Autour d'elle, les passagers somnolaient. L'homme avec l'ordinateur avait toujours sa tablette baissée. Une femme 2 rangs plus loin regardait un film avec un verre de vin posé devant elle. Mais toutes les quelques minutes, comme une horloge, Sandrine passait. Parfois elle s'arrêtait. Parfois elle ralentissait juste. Elle observait toujours Chloé. 15 minutes de plus passèrent. Le dos de Chloé hurlait. La migraine qu'elle avait sentie monter plus tôt était arrivée en force, martelant derrière ses yeux. Elle était réveillée depuis près de 24 heures. Elle avait sauvé la vie d'un enfant. Elle avait tout fait correctement, tout ce qu'elle était censée faire, et maintenant elle était assise dans un train, traitée comme si elle avait commis un crime. Elle s'autorisa enfin à incliner son siège juste un peu, juste pour soulager la pression sur ses lombaires. Elle ferma les yeux juste un instant. Ce moment dura environ 90 secondes. Madame. Sandrine encore. Toujours Sandrine. Je vais devoir inspecter votre bagage à main. Les yeux de Chloé s'ouvrirent. Je vous demande pardon? Votre sac. Il ne semble pas être rangé correctement dans l'espace bagage. Chloé leva les yeux vers le porte-bagages au-dessus. Son sac était exactement là où elle l'avait mis en montant. Il n'avait pas bougé. Il ne dépassait pas. Il ne bloquait rien. Il était juste là, rangé soigneusement, comme tous les autres sacs. Je ne comprends pas, dit Chloé. Et pour la première fois, il y eut une fêlure dans son calme. Une minuscule fracture dans cette grâce professionnelle qu'elle maintenait. Mon sac est rangé correctement. Je dois vous demander de le descendre pour que je puisse vérifier qu'il respecte nos exigences de taille, dit Sandrine. C'est alors qu'une voix s'éleva de l'autre côté de l'allée. Ce sac n'a pas bougé depuis le départ de Paris. C'était un homme dans la quarantaine, un homme noir dans un costume coûteux, aux cheveux poivre et sel et aux yeux intelligents derrière des lunettes élégantes. Il s'appelait Stéphane Monroe et il était avocat d'affaires, se rendant dans le sud pour une déposition. Il avait observé toute cette interaction avec une incrédulité croissante. « Monsieur, cela ne vous concerne pas, » dit Sandrine sans même le regarder. « J'en fais mon affaire, » dit Stéphane. Sa voix était calme mais ferme. « Je suis assis ici depuis 45 minutes. Le sac de cette dame n'a pas bougé. Pas une seule fois. » Le visage de Sandrine rougit. « Monsieur, je dois vous demander de vous mêler de vos affaires. » « Je me mêle de mes affaires, » dit Stéphane. « Mes affaires consistent à remarquer quand quelqu'un est harcelé. Et c'est ce que je remarque en ce moment. » D'autres passagers commençaient à prêter attention maintenant. Les têtes se tournaient. Les conversations s'arrêtaient. Le wagon devenait silencieux. Ce genre de silence particulier qui survient quand tout le monde sait que quelque chose ne va pas, mais que personne ne veut tout à fait le reconnaître encore. La mâchoire de Sandrine se crispa. Elle se retourna vers Chloé, ignorant complètement Stéphane. « Madame, je dois vous demander de récupérer votre sac maintenant. » Chloé se leva, parce que pouvait-elle faire d'autre? Elle ouvrit le compartiment, descendit son sac parfaitement dimensionné, et resta là dans l'allée à le tenir. « Tournez-le, » ordonna Sandrine. « Je dois voir tous les côtés. » Chloé tourna le sac lentement comme si elle était inspectée à la douane, comme si elle était suspecte,
comme si elle était coupable de quelque chose. Sandrine examina le sac sous tous les angles, prenant son temps, en faisant tout un spectacle. Elle sortit même un mètre ruban de sa poche comme si elle s'était préparée pour ce moment. Le sac était largement dans les limites de taille. Tout le monde pouvait le voir. Tout le monde le savait. Bien, dit finalement Sandrine. Vous pouvez le remettre. Chloé souleva le sac pour le remettre en place. Ses mains tremblaient maintenant. Pas à cause du poids du sac, mais à cause d'autre chose, de l'humiliation, de l'épuisement, du poids accumulé de 1000 petites indignités comme celle-ci qu'elle avait vécues tout au long de sa vie. Elle se rassit. Manon attrapa immédiatement sa main. De l'autre côté de l'allée, Monique, la dame âgée aux cheveux argentés, se pencha. « Ma chère, dit Monique, sa voix bienveillante mais troublée. Je voyage en train depuis 50 ans. J'ai pris des centaines de trains. Ce qui vient de se passer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ainsi que les contrôleurs se comportent. C'est tout autre chose. » Chloé hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour rester stable. Manon fixait le dos de Sandrine qui s'éloignait, et si les regards pouvaient brûler, Sandrine serait en feu. Les petites mains de Manon étaient serrées en poing. Sa mâchoire était crispée. Elle ressemblait exactement à son père quand il était en colère. Cette même fureur contrôlée qui irradiait comme de la chaleur. « Maman, chuchota Manon. Je ne l'aime pas. Je sais, bébé, chuchota Chloé en retour. Juste quelques heures de plus. On peut gérer quelques heures de plus. Mais l'univers, semblait-il, avait d'autres plans. Car 10 minutes plus tard, alors que Chloé essayait de calmer son cœur battant et de restaurer un semblant de dignité, Sandrine apparut à nouveau. Cette fois, elle s'arrêta directement devant leur rangée et pointa la liseuse de Chloé. « Madame, votre lumière dérange les autres passagers. Je dois vous demander de l'éteindre. » Chloé regarda sa lumière de lecture. Elle était allumée. Tout comme environ 15 autres lumières en première classe. Il faisait sombre dehors, on passait peut-être dans un tunnel où la soirée tombait. Les gens lisaient, travaillaient. « Je suis désolé, dit Chloé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure maintenant. Mais j'ai besoin de lumière pour revoir mes notes médicales. D'autres passagers se sont plaints, dit Sandrine. Quel passager ? Lança Stéphane depuis l'autre côté de l'allée. Parce que je ne me suis pas plaint. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est plaint ? Levez la main. Pas une seule main ne se leva. Pas une. En fait, plusieurs passagers secouèrent la tête. La plainte m'a été faite directement, dit Sandrine, son visage rougissant à nouveau. Maintenant, madame, allez-vous obtempérer ou dois-je appeler la police ferroviaire à la prochaine gare ? Chloé tendit la main et éteignit sa lumière. L'écran de sa tablette brillait dans la pénombre, mais ce n'était pas assez. Elle ne voyait pas correctement. Les mots devenaient flous. Elle ferma la tablette, la posa sur ses genoux, et fixa droit devant elle dans le vide. Manon tremblait maintenant. Pas de peur, de rage. De voir sa mère, sa brillante, accomplie et gentille mère, être systématiquement brisée par quelqu'un qui n'avait aucun droit, aucune raison, aucune justification au-delà de la cruauté. « Maman, dit Manon, et sa voix se brisa sur le mot. « C'est bon, bébé, dit Chloé. » Mais elles savaient toutes les deux que ce n'était pas le cas. Encore 20 minutes passèrent. Chloé était assise dans l'obscurité relative, incapable de travailler, incapable de se reposer, incapable de faire quoi que ce soit sauf exister dans un état de paralysie humiliée. Manon tenait sa main tout le temps, la serrant périodiquement comme pour rappeler à sa mère qu'elle n'était pas seule. Puis le téléphone de Chloé vibra. Elle le sortit de sa poche. Un SMS de l'hôpital, du docteur Timothy, l'interne en pédiatrie qui surveillait son patient post-opératoire. Patient présente légère fièvre. 38,2. On suit le protocole, mais je voulais vous informer. Instruction ? Le cœur de Chloé bondit. Une fièvre post-opératoire n'était pas nécessairement une cause de panique, mais elle devait être surveillée de près. Ça pouvait n'être rien. Ça pouvait être le début d'une infection. Elle devait répondre. Elle devait donner des directives. Le réseau passait bien à cette vitesse. Elle ouvrit ses messages et commença à taper une réponse, ses doigts volant sur l'écran.
Surveillez de près. Vérifiez site incision pour rougeur ou gonflement. Si temp dépasse 38,5, commencez antibio large spectre. J'appelle à l'arrivée. Elle était à moitié en train de taper quand une ombre tomba sur elle. Vous pouvez probablement deviner qui c'était. Madame. La voix de Sandrine n'était plus seulement sèche. Elle était agressive, accusatrice. L'usage des appareils électroniques est restreint ici. Vous perturbez la quiétude. Chloé ne leva même pas les yeux. Elle était concentrée sur son message, sur son patient, sur un enfant de 6 ans qui avait besoin de son attention. Je ne fais pas de bruit, dit Chloé, tapant toujours. J'envoie un message urgent à mon hôpital. Je dois vérifier ça, dit Sandrine. Donnez-moi votre téléphone. Maintenant, Chloé leva les yeux. Pardon? Votre téléphone. Donnez-le-moi. Je dois vérifier qu'il est en conformité avec les règles de l'espace zen. Vous semblez filmer ou perturber le service. La voix de Chloé resta calme, mais il y avait de l'acier en dessous maintenant. Je vous assure que je suis conforme. Je suis chirurgienne. J'ai un patient qui a besoin de directives médicales. Madame, dit Sandrine, et sa voix montait maintenant, devenant plus forte, attirant plus d'attention. Je suis contrôleuse avec 15 ans d'expérience. Je connais le règlement et je vous dis que je dois inspecter cet appareil maintenant pour m'assurer que vous ne violez pas la vie privée du personnel ou des passagers. Mais d'autres passagers utilisent leur téléphone, dit Chloé, désignant le wagon. Et c'était vrai. Visible de là où elles étaient assises, au moins 6 autres passagers avaient des téléphones sortis. Une femme regardait une vidéo. Un homme faisait défiler ses réseaux sociaux. Un autre envoyait des SMS. Mais Sandrine ne les regardait pas. Elle ne les avait jamais regardés. Elle ne regardait que Chloé. Ces passagers sont en conformité, dit Sandrine. Vous ne l'êtes pas. Remettez l'appareil ou je serai forcé de vous signaler pour refus d'obtempérer aux instructions du personnel de bord, ce qui est une infraction grave. Le wagon était devenu complètement silencieux maintenant. Chaque conversation s'était arrêtée. Chaque passager regardait. Certains enregistraient sur leur propre téléphone, ce qui était apparemment acceptable car Sandrine ne leur disait pas un mot. Les mains de Chloé tremblaient. Elle regarda son téléphone, le message inachevé à son collègue, les directives médicales dont son patient avait besoin. Puis elle regarda le visage de Sandrine, la satisfaction mal dissimulée, l'abus de pouvoir se jouant en temps réel. Et Chloé fit un calcul. Elle pensa à sa fille assise à côté d'elle. Elle pensa aux vidéos virales qu'elle avait vues de passagers expulsés de train ou d'avion. Elle pensa au fait qu'ils étaient dans un train lancé à pleine vitesse sans nulle part où aller. Elle pensa à son patient et elle finit de taper son message. Elle appuya sur envoyer. Puis elle regarda Sandrine et dit très doucement, « Je devais répondre à mon hôpital. La vie d'un enfant peut en dépendre. » Madame, dit Sandrine, et maintenant elle criait presque, « Vous désobéissez aux consignes de sécurité. Remettez l'appareil maintenant ou je vous ferai débarquer par la police dès notre arrivée. » Chloé regarda sa fille. Le visage de Manon était mouillé de larmes, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ses petits poings étaient serrés si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Et Chloé réalisa quelque chose à ce moment-là. Elle réalisa que sa fille apprenait une leçon en ce moment même. Manon apprenait ce que signifiait être une femme noire. Elle apprenait le pouvoir et l'impuissance. Elle apprenait la dignité et l'humiliation. Elle apprenait que parfois, peu importe votre éducation, peu importe vos accomplissements, peu importe à quel point vous avez raison, rien de tout cela ne compte si quelqu'un avec même une petite quantité de pouvoir décide qu'il veut vous briser. Chloé remit son téléphone. « Il vous sera rendu après notre arrivée, » dit Sandrine, sa voix dégoulinant de faux professionnalisme. « Si vous coopérez. »« J'ai des patients qui ont besoin de moi, » dit Chloé. Et maintenant sa voix se brisa juste légèrement. Juste assez pour que tout le monde puisse entendre la fêlure. « Vous auriez dû y penser avant d'enfreindre le règlement, » dit Sandrine. Elle se tourna et s'éloigna, le téléphone de Chloé serré dans sa main comme un trophée. Chloé se rassit dans son siège. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, des larmes se formèrent dans ses yeux. Pas des larmes de colère, des larmes de défaite, des larmes d'épuisement.
Les larmes de quelqu'un qui avait finalement atteint sa limite. Elle mit sa tête dans ses mains. Manon regarda sa mère pleurer et quelque chose se passa à l'intérieur de cette petite fille de 8 ans. Quelque chose changea. Quelque chose durcit. Quelque chose qui couvait depuis la dernière heure se cristallisa finalement en une résolution dure comme le diamant. De l'autre côté de l'allée, Monique avait les larmes aux yeux. C'est de la discrimination, dit-elle, sa voix tremblant de colère. Je demande le chef de bord principal. C'est mal. C'est tellement mal. Stéphane avait son téléphone sorti. J'enregistre tout, dit-il à personne en particulier. Absolument tout. C'est un cas d'école de profilage racial. Mais Manon ne les écoutait pas. Elle regardait Sandrine retourner vers l'espace du personnel, la regardant poser le téléphone de Chloé sur le comptoir du bar comme s'il était contaminé, la regardant sourire à elle-même comme si elle avait remporté une sorte de victoire. Manon se souvint des mots de son père. Ne laisse jamais personne rabaisser ta mère. C'est une reine. Manon se leva. Bébé, reste assise, dit Chloé, essuyant ses yeux, essayant de se composer. Je reviens tout de suite, maman, dit Manon. Sa voix était stable. La voix de quelqu'un qui avait pris une décision et allait maintenant agir. Elle s'avança dans l'allée vers le comptoir, vers Sandrine, vers le téléphone de sa mère, et chaque passager qui regardait savait d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez voir ce que cette petite fille de 8 ans fait ensuite, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne car ce qui se passe dans les prochaines minutes va absolument vous époustoufler. Et voici ma question pour vous. Si vous étiez dans ce train en train de regarder tout cela se dérouler, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence ou auriez-vous parlé? Mettez votre réponse dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Mais pour l'instant, nous devons retourner dans ce TGV car la petite Manon Sterling vient de se lever et elle marche vers une femme qui n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Chloé Sterling était assise au siège 4A, son téléphone en possession de Sandrine, et elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas depuis l'école de médecine quand un professeur lui avait dit qu'elle ne réussirait jamais comme chirurgienne parce qu'elle était trop émotive. Pas depuis son internat quand la famille d'un patient avait exigé un autre médecin parce qu'il ne faisait pas confiance à une femme noire pour opérer leur enfant. La défaite. Elle était assise là, dans ce siège confortable de première classe devenu une prison, entourée de passagers qui la fixaient maintenant ouvertement avec un mélange de pitié et d'indignation. Et elle sentait le poids de chaque micro-agression, de chaque regard soupçonneux, de chaque fois où quelqu'un lui avait fait prouver sa valeur 2 fois plus pour la moitié de la reconnaissance. Les larmes vinrent lentement au début, juste un scintillement dans ses yeux. Puis une s'échappa, roulant sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, mais une autre suivit. Et une autre. Chloé Sterling, qui avait pratiqué des chirurgies cérébrales sur des prématurés, qui était restée debout dans des salles d'opération pendant 16 heures d'affilée, qui avait tenu la main de parents en leur disant que leur enfant vivrait, cette Chloé Sterling pleurait dans un train parce qu'une contrôleuse avait pris son téléphone. Mais ce n'était pas à propos du téléphone. Ce n'était jamais à propos du téléphone. C'était à propos d'être vu comme moins que rien, comme suspecte, comme quelqu'un qui devait être contrôlé, géré, remis à sa place. C'était à propos de sa fille regardant cela se produire, apprenant cette leçon, voyant sa mère réduite aux larmes par quelqu'un ivre de la minuscule quantité de pouvoir qu'il détenait. Manon avait toujours été observatrice, hyper consciente. Elle avait remarqué à 5 ans que la vendeuse du magasin de jouets suivait sa mère dans les rayons, mais pas les mères blanches. Elle avait remarqué à 6 ans que lorsque sa mère appelait pour réserver au restaurant, on lui disait que c'était complet. Mais quand son père appelait 1 heure plus tard, soudainement des tables étaient disponibles. Elle avait remarqué à 7 ans que sa mère gardait de l'argent liquide caché à 3 endroits différents dans son sac. Et quand Manon avait demandé pourquoi, sa mère avait dit, parce que parfois, bébé, tu dois être capable de prouver que tu as ta place quelque part. Manon avait appris toute sa vie que sa mère, cette femme brillante, accomplie et gentille, devait naviguer dans un monde qui remettait constamment en question son droit d'exister dans certains espaces. Et maintenant, filant à travers la France, Manon regardait sa mère se briser. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que quelqu'un avait décidé qu'elle n'avait pas sa place en première classe. Manon pensa à son père, Léo Sterling, l'homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. L'homme qui lui avait appris à coder quand elle avait 6 ans. Manon regarda sa mère, les larmes coulant sur son visage,
essayant de les cacher derrière ses mains. Puis Manon regarda vers le bar, vers Sandrine, et Manon vit quelque chose qui tendit tout son corps. Sandrine était au comptoir, préparant des cafés. Et là, posée sur le comptoir, juste là comme si c'était un déchet au lieu d'un équipement médical qui pouvait sauver la vie d'un enfant, se trouvait le téléphone de sa mère. Sandrine ne le gardait même pas. Elle l'avait juste posé là. Triomphante. En avait fini avec lui. En avait fini avec Chloé. Passant à autre chose. Autour d'elle, d'autres passagers réagissaient. Monique appuyait sur son bouton d'appel de manière répétée, urgente, le visage rouge de colère. « C'est de la discrimination », dit Monique assez fort pour que la moitié du wagon l'entende. « Je demande un responsable. Je voyage depuis 50 ans, et je n'ai jamais vu un contrôleur se comporter de cette façon. C'est du harcèlement, et je ne vais pas rester assise à regarder ça. » Stéphane, l'avocat, avait son téléphone sorti, caméra tournée, pointé vers l'allée et Sandrine. Manon s'avança. Elle dépassa la rangée 3, la rangée 2, la rangée 1. Elle atteignit l'espace bar contrôleur. Sandrine avait le dos tourné, fredonnant quelque chose. Satisfaite. Contente. Inconsciente que la petite fille de 8 ans qu'elle tourmentait indirectement depuis 1 heure se tenait maintenant à 2 mètres derrière elle. Manon s'arrêta à l'entrée de l'espace réservé. Elle s'éclaircit la gorge délibérément, assez fort pour être entendue par-dessus le bruit ambiant du train. Sandrine se retourna et quand elle vit Manon se tenir là, son expression changea rapidement. Surprise, confusion, puis agacement. « Petite fille », dit Sandrine, sa voix dégoulinant de condescendance. « Les passagers ne sont pas autorisés ici. C'est une zone réservée. Retourne à ta place. » Elle le dit comme on chasserait un chien errant. Manon ne bougea pas. Elle campa sur ses positions, pieds plantés au sol. Elle regarda Sandrine avec ses yeux intelligents et observateurs. Puis elle regarda le téléphone posé sur le comptoir. Puis de nouveau Sandrine. « C'est le téléphone de ma mère », dit Manon. Sa voix était calme. Factuelle. Elle en a besoin pour ses patients. Elle est médecin, chirurgienne. Des enfants ont besoin de son aide. Les mots étaient simples, directs. Pas d'accusation, juste des faits. Le visage de Sandrine se durcit davantage. Elle fit un pas de côté, bloquant la vue du téléphone. « Ta mère a enfreint le règlement », dit Sandrine, sa voix devenant plus tranchante. Elle utilisait son téléphone de manière interdite. Elle le récupéra à l'arrivée si elle se comporte correctement. Maintenant, retourne à ta place avant que j'appelle la sécurité et que je vous fasse débarquer toutes les deux. La menace flottait dans l'air. Débarquer. Comme si une enfant de 8 ans était un risque pour la sécurité. Manon inclina légèrement la tête, étudiant Sandrine. « Vous avez été méchante avec ma maman tout le voyage », dit Manon. Sa voix restait calme, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant. Quelque chose de plus dur. Vous n'arrêtez pas de l'embêter. La tablette, le siège, la lumière. Vous n'embêtez personne d'autre, juste elle. Pourquoi? La question atterrit comme un coup de poing. Plusieurs passagers inhalèrent brusquement. Stéphane, enregistrant toujours, ajusta son angle. Le visage de Sandrine vira au rouge foncé. « Je n'ai pas à m'expliquer devant une enfant, » dit-elle, la voix montant. « J'applique le règlement également pour tous les passagers. Maintenant va t'asseoir. » « Ma maman n'a rien fait de mal, » dit Manon. Elle fit un petit pas en avant. Tout le monde a son téléphone sorti. Je peux les voir. Tout le monde a sa tablette baissée. Mais vous ne vous souciez que de ma maman. Ce n'est pas à propos du règlement. C'est à propos d'autre chose. L'accusation, non dite mais claire comme du cristal, flottait entre elles. Va. À. Ta. Place, dit Sandrine, articulant chaque mot. À cet instant, Manon regarda le téléphone à nouveau. Il était juste là, sur le comptoir. Le lien vital de sa mère. La dignité de sa mère. Manon pensa à l'enfant de 6 ans qui avait besoin de l'expertise médicale de sa mère. Elle pensa aux larmes de sa mère. Elle pensa aux mots de son père.
Et Manon prit sa décision. Elle s'avança, vive et décisive. Et avant que Sandrine ne puisse réagir, Manon tendit la main passée elle et attrapa le téléphone de sa mère sur le comptoir. Ses petits doigts se refermèrent dessus. Et la voix de Sandrine était un cri aigu maintenant. Elle se jeta en avant, essayant d'attraper le téléphone ou Manon. Mais Manon reculait déjà, hors de portée. « Tu ne peux pas juste reprendre ça. Tu viens de voler ce téléphone. C'est du vol. Tu comprends ce que tu viens de faire? C'est le téléphone de ma maman, dit Manon. Elle reculait maintenant, mais ne courait pas, n'avait pas peur. Vous le lui avez pris. Vous n'aviez pas le droit. Je lui rends. Ce n'est pas du vol. C'est rendre une propriété volée. Le visage de Sandrine était passé du rouge au violet. C'est du vol. Hurla-t-elle. J'ai confisqué ce téléphone pour violation du règlement. Je vais te faire arrêter à l'arrivée. Tu comprends? Toi et ta mère serez arrêtés. La police sera sur le quai. Le wagon était absolument silencieux. Tout le monde regardait. Manon se retourna lentement, délibérément. Elle se tourna pour faire face non seulement à Sandrine, mais à tout le wagon. Pour faire face à tous ses passagers, à sa mère qui était à moitié debout, une main sur la bouche. Et alors Manon parla. Sa voix porta à travers le wagon, claire, stable et forte, avec une autorité impossible pour une enfant qui croyait encore à la petite souris. Mon père milliardaire mettrait fin à votre carrière si vous recommencez. Les mots atterrirent comme des explosions. La réaction fut immédiate. Des passagers haltèrent. Sandrine se figea. Complètement. Son visage, qui avait été violet de rage, commença à se vider de son sang, devenant pâle, gris. Mais Manon n'avait pas fini. Elle fit un pas en avant. Pas vers Sandrine, mais vers l'audience. Sa voix devint plus basse, plus sérieuse, terrifiante de certitude. Touchez ma mère encore une fois, et vous verrez. Silence de mort. Pas une personne ne bougea. Le ronronnement du train en fond sonore était tout ce qu'on entendait. Le visage de Sandrine passa par une transformation remarquable. Car voici ce que Sandrine réalisait à ce moment-là. Elle avait été tellement prise dans son petit pouvoir, tellement concentrée à remettre Chloé à sa place, qu'elle n'avait jamais considéré qui ces gens pouvaient être. Elle avait vu une femme noire et sa fille, et elle avait fait des suppositions. Elle avait décidé de pourrir le voyage de Chloé Sterling. Et cette décision, prise par préjugés et malveillance, venait peut-être de détruire sa carrière entière. Car, père milliardaire, n'était pas un fantasme d'enfant. Manon Sterling venait de lâcher une bombe qui allait exploser au moment où il toucherait le quai à Avignon. Peut-être avant. Manon soutint son regard un long moment. Puis elle se tourna et remonta l'allée. Elle se déplaçait dans le wagon silencieux comme une guerrière revenant du combat, le téléphone serré dans sa petite main. Les passagers la regardaient avec des expressions allant du choc à l'admiration. Quand Manon atteignit le rang 4, elle s'arrêta devant sa mère. Chloé était debout, les larmes coulant sur son visage. « Tiens, maman, dit Manon, et sa voix était douce maintenant, enfantine à nouveau. Tu en as besoin pour tes patients. » Elle tendit le téléphone. Chloé le prit avec des mains tremblantes. Puis elle tomba à genoux juste là dans l'allée, et serra sa fille dans ses bras. Chloé tenait Manon fort, si fort. Puis, de quelque part dans le wagon, quelqu'un commença à applaudir. Juste une personne au début. Puis une autre. Puis une autre. En quelques secondes, toute la première classe applaudissait. Certains passagers étaient debout, certains essuyaient des larmes. Quelqu'un siffla. Quelqu'un d'autre cria, bien dit, ma grande. Sandrine restait près du bar, figée comme une statue, regardant cela se produire. Regardant une enfant de 8 ans recevoir une ovation pour l'avoir publiquement humiliée. Et à ce moment, Sandrine Hartwell sut avec une certitude absolue que sa vie telle qu'elle la connaissait était finie. Chloé et Manon se rassirent. Chloé boucla la ceinture de Manon, si elles en avaient eu, mais elle l'installa confortablement. Elle vérifia son téléphone, vit les messages de l'hôpital, et tapa rapidement des réponses. Le patient post-opératoire. Les directives. Elle pouvait faire ça maintenant. Elle pouvait être le médecin qu'elle était.
Manon reprit son manuel de biologie moléculaire. Elle trouva sa page, ajusta sa lumière de lecture. Elle recommença à lire, comme si elle venait de faire la chose la plus normale du monde. Les applaudissements s'éteignirent finalement. Mais l'énergie dans le wagon avait changé. Il y avait une solidarité maintenant. Et quelque part, un chef de bord principal avait été appelé. Monique avait appuyé sur le bouton. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car l'histoire est loin d'être finie. Le chef de bord principal, Luca Castano, arrive. Les applaudissements résonnaient encore quand Sandrine retrouva enfin sa voix. Vous me menacez? Sa voix était un crachotement. Une enfant me menace? Elle pressa le bouton de l'interphone. Lucas, j'ai besoin de toi en voiture immédiatement. Situation urgente. Au rang 4, Monique se pencha, bravo ma chérie. Cette femme avait besoin d'entendre exactement ce que tu lui as dit. 90 secondes plus tard, Luca Castano apparut. 38 ans, professionnel, juste. Il marchait d'un pas décidé. Sandrine l'attendait, parlant vite. Lucas, Dieu merci. Cet enfant. Elle a volé une propriété que j'avais confisquée. Elle m'a menacé. Son père. Lucas leva une main. Calme-toi. Laisse-moi parler aux passagers. Il s'approcha de Chloé et Manon. Madame, je suis Luca Castano, le chef de bord principal. Je m'excuse pour le dérangement. Puis-je comprendre ce qui s'est passé? Avant que Chloé puisse répondre, Stéphane se leva. Il tendit son téléphone. Monsieur, j'ai tout filmé. La dernière heure. Vous devez voir ça. Lucas prit le téléphone et regarda. Il vit le harcèlement systématique. Il vit l'incident du téléphone. Il vit Manon. Son visage passa de l'inquiétude à l'horreur. Il regardait la responsabilité juridique de la compagnie exploser. Il rendit le téléphone. Merci. J'aurais besoin d'une copie. Il retourna vers Sandrine. Sa voix était basse et froide. Mademoiselle Hartwell. Je viens de voir la vidéo. Vous faisiez du profilage racial. Vous avez harcelé une passagère. Vous êtes suspendu de vos fonctions immédiatement. Restez ici jusqu'à l'arrivée. Sandrine s'effondra. Mais. Immédiatement, trancha Lucas. Priscilla, ou plutôt Monique, lança, et vous devriez savoir, le père de cet enfant est Léo Sterling. Lucas se tourna. Le Léo Sterling? De Sterling Tech? Lui-même. Lucas pâlit. Il retourna vers Chloé. Docteur Sterling, je suis profondément désolé. Le comportement que vous avez subi est inacceptable. Mademoiselle Hartwell sera escortée hors du train à l'arrivée. Chloé le regarda. Je ne veux pas d'excuses. Je veux juste être traité comme tout le monde. Je comprends, dit Lucas. Je ferai personnellement remonter cet incident. Le train commença à ralentir pour son arrivée en gare d'Avignon TGV, ou la gare la plus proche du village en Provence. Les passagers se préparèrent à descendre. L'ambiance était électrique. Tout le monde savait que cette histoire allait faire du bruit. À la descente du train, sur le quai ensoleillé du sud de la France, Léo Sterling attendait. Il ne ressemblait pas à un milliardaire en jean et t-shirt, mais il était là. Quand il vit sa femme et sa fille, il sourit. Manon courut vers lui. Papa. Léo la souleva. Ma fille brillante. Tu as fait bon voyage? Papa, j'ai utilisé ton nom. Léo regarda Chloé, vit ses yeux rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, sur le quai, Chloé lui raconta tout. Le harcèlement, les pleurs, et l'intervention de Manon. Mon père milliardaire mettrait fin à votre carrière. Léo écouta, son visage passant de l'inquiétude à une colère froide. Puis il regarda Manon. Il s'agenouilla. Manon, tu as protégé ta mère. Je suis fier de toi. Mais tu dois comprendre, ta mère n'a pas besoin de mon nom pour mériter le respect. Elle est médecin, elle sauve des vies. Elle est une reine. Je sais papa, dit Manon. Mais ils ne savaient pas ça. Alors je leur ai fait comprendre.
Léo la serra dans ses bras. Tu as raison. Et je suis désolé que tu aies eu à faire ça. Une semaine plus tard, la vidéo de Stéphane était devenue virale. Le hashtag Manon Sterling était en tendance. Sandrine avait été licenciée. La compagnie ferroviaire avait présenté des excuses publiques et lancé un programme de formation contre les biais. Chloé était retournée à l'hôpital Necker, la tête haute. Ses collègues l'avaient applaudi. Et Manon? Elle était retournée à l'école, à ses livres, à sa curiosité. Mais elle portait désormais une histoire. L'histoire du jour où elle s'était levée pour sa mère. L'histoire où elle avait appris que parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Personne ne traite ma maman comme ça. Personne. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Soyez comme Manon. Le monde a besoin de plus de gens comme Manon Sterling.